Marché public qui ne fait plus bon de tricher dans les dossiers au Bénin. La RMP, l'autorité de régulation des marchés publics, le gendarme sanctionne mais aguerrit aussi. Il l'a fait à travers des séries de formations. La deuxième édition du Festival international des films de femmes de Cotonou a été lancée ce mardi. Initié par l'association Écran Bénin, cet événement a pour objectif de révéler les talents au monde cinématographique et de promouvoir la gente féminine. Hors du Bénin, c'est officiel. Après plusieurs mois de dialogue politique entre l'Union européenne et le Burundi, Bruxelles a mis fin à ses sanctions budgétaires contre le gouvernement du Burundi. Les détails dans un court instant. À nouveau, bonsoir et bienvenue à vous. Prendre le pouvoir par les armes. Le fait est désormais interdit par la CEDEAO qui prône la prise de tout pouvoir à travers des élections. Eh bien, la réforme a été proposée par le président Patrice Talon et vient d'être adoptée par l'institution. Et cette nouvelle réforme qui s'inscrit donc dans la logique d'une meilleure gestion des diverses crises politiques observées au sein de l'espace institutionnel. Pourra-t-elle réellement prôner une meilleure démocratie en Afrique? Un observateur politique répond à ces interrogations. Parlant de vote, puisque la CEDEAO souhaite que désormais, n'est-ce pas, la cession au pouvoir soit subordonnée à un vote, à une élection. Mais moi, je voudrais plutôt insister sur la qualité de l'élection. Si c'est des élections truquées, si c'est des élections manipulées, si c'est des élections tripatouillées, je crois que les problèmes resteront entiers. Et même avant d'organiser ces élections, si la Constitution est manipulée, dézinguée, déstructurée, désarticulée au profit d'un leader politique, je crois que le vote ou le scrutin qui en ressortira sera un scrutin problématique, décrié. Donc, je crois que l'Afrique a besoin de se doter d'un nouveau management politique. Je dois vous dire que l'enthousiasme qui accompagne aujourd'hui les coups d'État en Afrique doit inquiéter. Parce que cela est illustratif de ce que les peuples ne se reconnaissent plus dans le modèle démocratique qui est en cours. Donc, une démocratie qui n'apporte pas le développement, une démocratie qui n'apporte pas un plus au mieux-être et au bien-être des populations est une démocratie vouée à l'échec. Et la porte de sortie immédiate trouvée, c'est les coups d'État, malheureusement. Et c'est pour cela que les populations, vous les voyez, que ce soit au Burkina Faso, Mali, je ne sais plus où, Guinée, vous voyez que les peuples, les populations portent les putschistes. Alors, cela doit interpeller les démocrates. À l'instant donc, Distel Amoussou, observateur politique, il opinait donc sur cette nouvelle réforme de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Marché public qui ne fait plus bon de tricher dans les dossiers au Bénin. La RMP, l'autorité de régulation des marchés publics, le gendarme sanctionne mais aguerrit aussi. Et bien ceci à travers des séries de formations pour instruire les acteurs de la chaîne des marchés publics à toute procédure et bonnes pratiques, notamment qui évitent de tomber dans les pièges de la corruption. Voici ici plus de précisions. La présente session de formation vise l'amélioration et la promotion des bonnes pratiques dans la passation des marchés publics. Les participants sont des acteurs reconnus comme levier indispensable pour la bonne gouvernance. L'objectif à terme vise une meilleure performance possible en termes de coûts et de services.
Nous avons l'obligation de résister à toute forme de tentative de corruption. Parce qu'il est révélé, divers experts l'ont dit, que le système de passation des marchés publics est le maillon le plus faible dans la lutte contre la corruption. Or, il n'y a pas de bonne gouvernance des deniers publics s'il n'y a pas de lutte contre la corruption. C'est cette lutte contre la corruption et contre l'impunité qui permet aux acteurs, aux opérateurs économiques, nationaux comme internationaux, d'être à l'aise pour investir dans le pays. Et ce sont ces investissements dans le pays qui permettront effectivement l'accroissement, donc, n'est-ce pas, de notre productivité, l'accroissement, donc, n'est-ce pas, de la capacité de donner de l'emploi, donc, n'est-ce pas, en fait, aux jeunes. Et ces assises sont aussi l'occasion choisie pour la vulgarisation des documents types actualisés du secteur. C'est vraiment une bonne occasion pour nous de mettre tous les acteurs de la chaîne de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics au parfum de tous les documents types actualisés des marchés publics afin que ces derniers puissent véritablement se retrouver dans l'application de la loi portant code des marchés publics. La loi votée en 2020 est déjà en vigueur. Nous sommes dans un système aujourd'hui où le professionnalisme est de rigueur. Ce n'est plus un choix aujourd'hui. Un engagement qui pourrait impacter de façon significative la vie de l'administration publique pour plus de transparence. Direction l'Assemblée nationale pour parler de deux audiences ce mardi 8 février 2022 au cabinet du président Louis Vlavono. Il s'agit de la visite de l'acteur du théâtre béninois Tola Koukui et d'une autre délégation venue de la commune de Kopargo, département de Ladonga. Les échanges ont tourné autour des questions essentielles du développement de leur commune. Les plus gros producteurs cinématographiques du continent tournent en anglais et en yoruba. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au président de l'Assemblée nationale, quand le béninois maîtrise bien nos langues, en particulier la langue française, ce sont des versions françaises que nous pouvons réaliser ici au Bénin avec le grand Nigeria qui est à côté. Et c'est de l'apport de devises, c'est de la création d'emplois pour nos artistes. Les artistes ne sont pas uniquement pour le théâtre et le cinéma. Il y a des activités annexes comme le doublage de films qui assurent la vie matérielle des artistes. Et ça fait partie d'un de mes rêves, de faire travailler, de créer des emplois dans ce domaine du doublage au Bénin. Et nous avons échangé pendant quelques minutes et ça a été vraiment pour moi un réel bonheur d'avoir cette écoute-là. Et c'est ce genre d'écoute qui nous permet, nous, qu'on taxe souvent d'être des rêveurs. C'est ce qui nous permet, quand nous rencontrons des personnalités comme ça, de nous dire que nous avons les pieds sur terre et que nous sommes des pièces maîtresses aussi du développement de notre pays. C'est une vie de courtoisie. Vous savez que nous avons un jeune frère, M. Yerema Kiroku, qui est conseiller juridique à l'Assemblée nationale auprès du président de l'Assemblée nationale. Nous avons bien voulu l'accompagner pour présenter les vœux à son patron, le président de l'Assemblée nationale. Ensuite, nous avons parlé des questions politiques de l'UP au niveau de Kopargo. Nous avons beaucoup échangé, il nous a prodigué des conseils et le comportement surtout citoyen, le bon comportement que nous devrons avoir vis-à-vis des autres partis politiques. Et nous allons rester avec les actes culturels pour parler de la deuxième édition du Festival international des films de femmes de Cotonou. L'édition a été lancée ce mardi 8 février 2022. Initié par l'association Écran Bénin, cet événement a pour objectif de révéler les talents au monde cinématographique et de promouvoir la gente féminine. La cérémonie d'ouverture a été procédée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé, et ceci en présence de la vice-présidente du Bénin. Romaric Dossa, William Fernando pour le reportage.
Regard du cinéma africain sur le pouvoir économique de la femme rurale. C'est la thématique centrale du Festival international des films de femmes de Cotonou, édition 2021. De manière particulière, cette deuxième édition mettra la lumière sur les femmes rurales et va révéler au monde une vaste sélection de films réalisés par des femmes cinéastes d'Afrique. Au-delà du cinéma, ce festival est une opportunité pour promouvoir et faire avancer les droits des femmes, notamment celles rurales. Nous plaidons donc pour toutes ces filles qui, au nom de la culture ou à cause de la précarité, n'ont pas la chance de développer leur plein potentiel ou de concrétiser leurs rêves. Pour toutes ces femmes qui se heurtent quotidiennement à des obstacles en raison de la discrimination fondée sur le genre et des normes sociales. Pour toutes ces femmes rurales qui, malgré leur volonté de s'engager dans la vie économique, font face à un accès inégal à l'instruction, aux soins de santé, à la propriété, aux sources de financement et aux autres services. Et pour toutes celles qui, sous le poids de la tradition, peinent encore à faire entendre leur voix ou opérer des choix personnels en matière de santé reproductive. En tant que femmes, nous sommes confrontées chaque jour à nos propres défis uniques. Nos histoires doivent être racontées et nos voix doivent être entendues. Et je tiens à remercier tous les hommes, et ils sont nombreux, qui s'intéressent aux réalités des femmes, qui sont ouverts au regard des femmes, et qui sont favorables à la défense de l'égalité des genres. Cette deuxième édition se veut donc un cadre idéal d'échange, de réflexion, de découverte et d'apprentissage à travers diverses activités. L'actrice sénégalaise et militante féministe Fatou Jupiter Touré est l'invitée spéciale de cette deuxième édition. Donc le cinéma, la cause des femmes n'a pas de frontières. Merci, chères sœurs, de nous accueillir ici. Merci pour cette leçon de courage, merci pour cette leçon de ténacité, merci d'intégrer d'autres pays africains, de montrer que la valeur n'a pas d'âge. Donc merci. Ce que j'ai à dire, c'est que la fête soit belle. Nous avions hâte que les activités autour du cinéma reprennent. Donc fêtons le cinéma comme il faut, fêtons les femmes et surtout n'oublions pas, aucun rêve n'est trop grand, tout est possible. Merci. Expression très forte. Elle est aussi partagée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Dans un des reportages tout à l'heure, il y avait l'actrice qui disait qu'au Bénin, c'était difficile de rêver grand. Et je pense que notre invitée du Sénégal, Madame Fatou, a apporté une très belle réponse à cela, en disant qu'il faut toujours rêver plus grand. Et je ne sais pas si vous avez remarqué l'assurance de Madame Fatou. C'est cette assurance que je voudrais convier nos filles, nos femmes à avoir, cette estime de soi. Martin Luther King disait « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » C'est donc en vous invitant à méditer sur cette pensée pleine de sens pour nous les femmes aujourd'hui que je déclare lancer officiellement le Festival international de films de femmes de Cotonou. Au total, 13 courts-métrages venus de toute l'Afrique, réalisés par des femmes abordant des sujets autour des droits des femmes, seront montrés au public béninois et africain présent à ce FIF, édition 2021. La remise de trophée à 5 femmes icônes du cinéma béninois a mis fin à la cérémonie d'ouverture. Et à l'intérieur du Bénin, les ressortissants de Kokoumolu ont célébré le fête de retrouvailles ce week-end. Et c'est un village de la commune d'Ifonyi. Et bien dans le département du Plateau, le village natal du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavolou. Il était aussi présent à cette cérémonie en compagnie de ses collègues députés. Voici ici un extrait des différentes déclarations recueillies pour vous. C'est avec une grande joie que nous participons à cette fête identitaire qui concourt surtout au développement social de la zone. Et c'est important sur l'ensemble du territoire national où nous organisons des fêtes identitaires. Et donc dès lors que la communauté elle-même se mobilise aux côtés de l'administration, je pense qu'on peut amorcer le développement. Je voudrais donc saluer cette initiative, saluer la présence du président de l'Assemblée nationale Vlavolou aux côtés de la population. Que les fils et filles de cet arrondissement puissent continuer par garder ce lien qui les unit. Les associations qui se décident à s'organiser donc
en association communautaire qui pense vraiment au développement de la commune, il faut encourager ces associations-là. Et c'est l'exemple typique qu'on vient de vivre dans l'arrondissement de Kokmolou. Et c'est un exemple à saluer. Et je crois que c'est ces initiatives qu'il faut souhaiter, qu'il faut saluer. Et c'est des initiatives qu'il faut multiplier dans tout le pays. Arrivé un peu après 17h, heure locale du Cameroun, les Lions de la Teranga ont été triomphalement accueillis ce lundi à l'aéroport militaire Léopold Senghor de Yoff à Dakar. Le président sénégalais Macky Sall, arrivé d'Addis Abeba 2 heures plus tôt, est allé à la rencontre des joueurs juste à leur descente de l'avion. À propos, le reportage de la rédaction qui porte la signature de Hospice Yevimi. Les Lions de la Teranga, reçus par Macky Sall, signe de la reconnaissance par le Sénégal de la mission d'État accomplie par les défenseurs de ses couleurs à la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. La victoire dimanche soir face à l'Égypte marque la fin de la traversée du désert pour le ballon rond sénégalais. Une prouesse appréciée à sa juste valeur par le président sénégalais. Voilà sur le toit de l'Afrique par votre combativité, par votre talent, par votre engagement. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent les grands peuples. Signe de la reconnaissance du travail accompli par la troupe d'Aliou Cissé, la présence de cette marée humaine, Dakar a tenu à célébrer ses champions, profitant de la journée fériée décrétée après la victoire des Lions. Le jeu valait certainement bien cette chandelle. Le Sénégal n'a-t-il pas trop attendu cet instant? Et comme je vous le disais à l'entame de ce journal, nous avons un invité pour analyser la CAN 2021. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir à vous Nadège, bonsoir à tous les téléspectateurs de Speedline TV. Alors, nous sommes avec Elvis Ressou, polémiste sportif. Alors, dites-nous déjà, la 33e édition de la CAN a pris fin ce dimanche au Cameroun avec le sacre du Sénégal. Quelle est votre appréciation sur l'organisation générale de cette CAN 2021? Il faudra dire qu'avant le coup d'envoi de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, beaucoup d'observateurs occidentaux et même des fois africains estimaient que le Cameroun n'était pas totalement prêt pour accueillir cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les infrastructures autour des stades, évidemment, les voies n'étaient pas totalement terminées, surtout dans la ville de Yaoundé par exemple. Mais à l'évidence, on se rend compte que depuis que la CAN est CAN, la majorité des pays organisateurs ont toujours ce souci-là de finir les infrastructures parce qu'on est dans un environnement en Afrique où les économies ne sont pas suffisamment fortes et donc les États ont des priorités. Oui, il faut construire des stades, il faut construire des hôtels 5-4 étoiles évidemment pour recevoir les délégations, il faut refaire les voies, mais en même temps, il faut donner de l'eau aux populations, il y a les enfants qui doivent aller à l'école, il faut penser aux cantines. Donc c'est compliqué pour un État tout seul d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, encore plus aujourd'hui. Donc on peut saluer l'effort des Camerounais. Et au finish, on se rend compte que la Coupe d'Afrique des Nations a été une très très belle fête. Les Camerounais l'ont voulu sucrer. Je crois que tous ceux qui y étaient ont vu tout le sucre dont regorgeait cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui est repartie au Cameroun, un pays du football, 50 ans après, puisque la dernière édition c'était en 1972. Alors, en dehors du point de vue organisation, des infrastructures et autres, la CAN elle-même, en parlant des équipes et autres, les joueurs, comment est-ce que vous analysez ça? Oui, cette édition, c'est la deuxième édition qui est organisée avec 24 équipes. Sinon, il y a de cela quelques années, on a organisé la Coupe d'Afrique des Nations avec 16 équipes. Donc, ça fait la deuxième fois qu'on voit ce genre de tournoi. On a pu s'imaginer que oui, avec toutes les discussions qu'il y a eu avec le coronavirus qui sévit depuis bientôt 2 ans sur l'ensemble de la planète, oui, des joueurs n'auraient
pas peut-être pu être présents à cette Coupe d'Afrique des Nations, mais il n'y a pas eu beaucoup de casse puisque les grosses stars ont été présentes à l'image de Sadio Mané du Sénégal, Riyad Mahrez de l'Algérie et puis Mohamed Salah de cette formation de l'Égypte qui était en finale. Et on n'oublie pas évidemment Sébastien Haller qui devient une star du continent parce qu'avec son club, l'Ajax, il fait un championnat incroyable. En Ligue des Champions, c'est le meilleur buteur actuellement. Donc, au finish, on attendait de voir des stars du continent. Elles ont répondu présent, ces stars-là. On attendait de voir des équipes qui prouvent qu'elles sont en train de monter en puissance, comme le Burkina Faso, le Mali. Ils étaient au rendez-vous. Elles étaient plutôt au rendez-vous, même si, bon, le Mali peut nourrir quelques regrets vu la manière dont elle a finalement quitté la compétition. On a vu des promesses comme les Comores qui arrivent dans cette compétition pour la toute première fois, qui font le parcours que cette équipe l'a fait, évidemment, en battant des équipes de standing, pourquoi pas intéressant sur le continent. Donc, au final, c'est une belle fête, même sur le plan sportif, parce qu'il y a eu des buts, il y a eu des actions, il y a eu des tacles. Il y a eu la VAR aussi qui a été introduite au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est un élément quand même nouveau. Voilà, c'est la technique on met la vidéo au service, évidemment, de l'arbitrage dans le foot. Sur le continent, on avait tout le temps dit, est-ce qu'on aura la possibilité de le faire? Je crois que la CAF a démarré il y a de cela un peu plus d'un an désormais sur les compétitions de clubs. On a vu la finale ici, même au stade d'Amitié Gérard Mathieu Kekou, on a utilisé la VAR pour la finale de la Coupe de la Confédération. Mais au finish, cette CAN, oui, on a beau tout dit, mais c'est une CAN qui montre que le football africain monte en niveau, évidemment, et même si les grosses équipes ne sont plus au top du top, et justement, mais les petites équipes en parlant des grosses équipes, ces équipes potentielles candidates pour cette coupe ont vite quitté la compétition. Comment est-ce que vous expliquez cette contre-performance? Oui, déjà à la base, quand on démarre une compétition, on prend la pyramide, je rappelle que c'était 24 équipes, et au finish, on doit avoir qu'un seul vainqueur. Donc, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, forcément, il y a eu 2, 3, 4 équipes qui peuvent naturellement prétendre au sac, qui vont être éliminés ou qui n'arriveront pas au bout. La preuve, ça a été le Sénégal. Cette année, on dit félicitations à cette formation du Sénégal qui était déjà en finale en 2019, on s'en souvient tous, en Égypte, face à l'Algérie, finale perdue malheureusement. Et donc, vous parlez d'explication de comment les grosses écuries n'ont pas pu échouer malheureusement. Oui, on ne peut pas dire qu'elles ont totalement échoué parce que quand vous prenez le Nigeria qui affronte la Tunisie, c'est deux gros qui s'affrontent. Donc, d'une manière ou d'une autre, une équipe doit pouvoir se faire éliminer. Mais après, on peut tous regretter l'élimination du Nigeria parce qu'ils ont eu un parcours de phase de groupe intéressant. 3 matchs, 3 victoires. Ils avaient produit du jeu. Tout le monde estimait que cette équipe du Nigeria avait un vrai potentiel. Était presque grandissime favorite de fait, vu le parcours en phase de groupe. Mais après, on a les équipes comme le Sénégal qui sont annoncées grandissimes favorites, qui sont allées en finale. On a l'Algérie aussi qui s'est perdue en route malheureusement, mais bon, elle a affronté une équipe intéressante comme l'Égypte, emmenée par Mohamed Salah, qui voulait montrer, qui va se racheter de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, organisée par l'Égypte, où l'Égypte a été éliminée en 8e de finale. Il voulait montrer au peuple égyptien qu'il portait la nation, qu'il a envie de faire quelque chose pour la nation. Donc, au final, par rapport à l'Algérie, est-ce qu'on peut parler d'un gros échec lorsqu'on voit un peu son parcours, l'Algérie? Non, c'est pas un gros échec, mais ça peut être un échec parce que voilà, ça a été un parcours chaotique. Voilà, on va pas se cacher. Vu le standing de l'équipe, vu les joueurs qui comportent cette équipe, même si ces joueurs-là, à l'image de Yacine Brahimi, ont pris de l'âge évidemment, donc ne sont plus tout jeunes, c'est une évidence. Donc c'est compliqué pour l'Algérie aussi, et comme toute équipe qui a déjà remporté l'édition précédente, de tenir le rythme, d'avoir la motivation nécessaire pour faire un doublé deux éditions consécutives. Et il faudra souligner aussi qu'au finish, il y a un certain renouvellement qui se fait à chaque Coupe d'Afrique des Nations qui fait que, bon, de fait, quand vous remportez la Coupe d'Afrique des Nations, c'est compliqué d'être présent vraiment. Et l'Algérie aussi est en fin de cycle parce que certains joueurs, comme je l'ai dit plus tôt, ont pris de l'âge. Et donc, ils sont en train de régénérer leur génération. On les attendra certainement d'ici 2 ou 3 ans encore pour revenir au top niveau. Donc, on peut estimer qu'au finish, que cette équipe de l'Algérie, oui, elle a déçu parce que, à part le Sénégal, on mettait les deux équipes comme genre des équipes top dans cette compétition, mais malheureusement, elle n'a pas été à la hauteur des attentes des bookmakers que nous étions. Alors, le sacre du Sénégal est aussi celui d'un sélectionneur local, Aliou Cissé, et c'est comme celui de Djamal Belmadi en 2019. Les pays africains doivent désormais faire confiance à leurs valeurs locales.
Ah, Nadège, allez-y doucement, j'ai mal le dit. Oui, c'est bien, Djamel Belmadi en 2019. C'est un fils de l'Algérie, évidemment. Oui, c'est bien Aliou Cissé aujourd'hui en 2022. C'est un fils du Sénégal, donc un fils du continent africain. Mais, Nadège, il faut faire doucement. Oui, c'est vrai que dans certaines nations, on a des entraîneurs qui ont le parcours qu'il faut. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, la FIFA et la Confédération africaine de football, la CAF en l'occurrence, imposent que des sélectionneurs ou des entraîneurs aient des niveaux de qualification, un certain niveau de qualification. Et malheureusement, je prends l'exemple tout bête de chez nous, c'est l'exemple que je connais le plus au Bénin. Imaginez-vous que la dernière formation d'entraîneur chez nous, c'était en 2014. Et c'était la licence C, donc c'est la... Quand vous prenez l'étape des licences, il y a la licence D, la licence C, la licence B, la licence A, voilà, la licence Pro au niveau de la CAF. Donc, on a organisé la licence C en 2014. Normalement, 1 année, 2 ans maximum après, on devrait organiser la licence B, 2 ans après la licence A et 2 autres années après la licence Pro. Ça n'a pas été fait. De 2014 à 2022, ça fait 8 ans. C'est énorme. Plus personne ne passe de diplôme et ce n'est pas la qualité qui monte. Donc, on est en train de faire en sorte que justement les entraîneurs qui ont de la qualité, qui peuvent prétendre prendre des sélections au niveau du continent, ne puissent pas avoir les qualifications, les diplômes pour parler vulgairement, pour pouvoir accéder à ce genre de poste. Donc déjà, ça pose un vrai problème. Et deuxième chose, au-delà du diplôme, il faut avoir de la personnalité. Vous parlez d'Aliou Cissé, vous parlez de Djamel Belmadi, c'est deux messieurs qui en ont suffisamment là où il faut, qui ont du caractère et qui ont la main sur leur groupe. Alors que quand vous avez des équipes où les joueurs viennent d'un peu partout sur la planète, en Europe de toute évidence, et des fois, ils gagnent largement plus que le sélectionneur. S'il n'y en a pas suffisamment, c'est compliqué évidemment de pouvoir en faire une vraie machine. On a eu des exemples où beaucoup se sont crachés à ce niveau. Moi, je n'ai pas de préférence outre mesure, mais on peut saluer l'effort des entraîneurs sur le continent qui progressent et qui prouvent qu'aujourd'hui, petit à petit, on peut à leur faire confiance et on souhaiterait que justement les dirigeants continuent à leur permettre de se former évidemment et qu'eux-mêmes acquièrent suffisamment d'expérience pour avoir la pointe nécessaire pour répondre présent et taper des fois du poing sur la table face à des footballeurs aujourd'hui de plus en plus fortunés et qui ont des égos de plus en plus gros. Merci pour tous ces développements. Un mot de fin rapidement pour conclure. Mot de fin, c'est que quand le Bénin organise Coupe d'Afrique des Nations, moi en tant que sportif, j'ai bien envie c'est pour bientôt. Je le souhaite. C'est pas un rêve. Non, mais c'est un rêve qu'on peut caresser parce qu'aujourd'hui, le gouvernement met en place des infrastructures, le gouvernement met en place des choses. Si le gouvernement a envie de faire ce pari, voilà, il y a 2023 qui est déjà attribué à la Côte d'Ivoire, la CAN d'Ivoire le 23 juin 2023 en Côte d'Ivoire. Il y a 2025 pour la Guinée. Voilà, 2027, ça va être compliqué parce qu'il y aura 2 pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'enchaînent. Donc, on ne comptera pas. Donc, on va peut-être se dire 2031, pourquoi pas, on peut postuler et se dire le Bénin organise Coupe d'Afrique des Nations. Et pourquoi pas les Béninois seront fiers d'avoir une belle équipe parce qu'on aura mis la formation nécessaire pour que les joueurs puissent émerger et être des Aboubakar Vincent et marquer 10, 15 buts en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, merci d'être de passage sur ce plateau. Je rappelle que nous sommes avec Elvis Ressou, polémiste sportif, pour faire court. Et voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée à Speedline Télévision.